Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Insécurité dans le pays, crise scolaire, la démission du Premier ministre demandée par des Maliens, un projet de révision de la Constitution en cours, les défis auxquels le Mali fait face sont énormes. Ce gouvernement est-il capable de satisfaire les attentes des Maliens? Nous recevons ce soir un invité spécial en la personne de Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent, nous dédions ce grand dialogue à notre cher collègue Aliou Sidibé, journaliste à Studio Tamani que nous venons de perdre, que son âme repose en paix. Il était un des présentateurs du Grand Dialogue et du journal en Bambara de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Alors, la première question, monsieur le ministre Amadou Koïta, vous êtes porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement malien est capable de faire face aux défis auxquels le pays est confronté? Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire bonsoir aux auditrices et auditeurs du studio Tamani et prier pour le repos éternel du regretté Sidibé. Le gouvernement de la République du Mali travaille sous le leadership éclairé de son président, du président plutôt Ibrahim Boubacar Keïta, qui a soumis une feuille de route au gouvernement. Feuille de route issue du programme présidentiel Notre Grand Mali Avance, programme qui a bénéficié de la confiance d'une écrasante majorité des Maliens. Le gouvernement est en train de travailler d'abord pour sécuriser le pays, travailler pour rassembler les Maliens, travailler pour coudre le tissu social, travailler pour amorcer le développement économique et social, et travailler également pour amener la paix, la concorde et le vivre ensemble. C'est vrai, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile. Les défis sont nombreux. Mais ces défis, connaissant notre peuple, ces défis, ensemble, nous saurons les relever un à un. Il y a certes une situation difficile, un contexte conjoncturel difficile, mais nous travaillons autour du structurel également. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement travaille de jour comme de nuit, sous l'autorité du Premier ministre Soumaïla Boïmaïga, à traduire en actes concrets la feuille de route à lui adressée par le président de la République. D'accord, le gouvernement travaille nuit et jour, mais quel est le résultat de ce travail sur le terrain? Le résultat de ce travail sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la confiance est de retour petit à petit. Aujourd'hui, nous travaillons à éteindre la confiance entre qui et qui? La confiance entre l'ensemble du peuple malien. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le combat que nous menons est un combat contre le terrorisme. Aujourd'hui, notre pays fait face à un ennemi invisible. Notre pays fait face à des forces du mal qui tentent de nous diviser, qui tentent de nous opposer, qui tentent de nous faire croire qu'il y a un conflit communautaire dans notre pays, un conflit entre Peul, un conflit entre Dogon, un conflit et Dogon, un conflit entre Peul et Bambara, un conflit entre Bambara et Dogon. Tout ça, c'est pour nous diviser. Nous sommes une grande nation issue des grands empires et de royaumes. Avez-vous pu identifier cet ennemi, monsieur le ministre? Je dis le terrorisme n'a pas de visage. On n'est pas terroriste à travers une ethnie. On n'est pas terroriste à travers une religion. On n'est pas terroriste à travers aucune valeur. Le terroriste, c'est le Satan. C'est ces hommes qui ne sont porteurs d'aucun projet. C'est ces hommes qui n'ont comme projet que de verser le sang. D'accord, monsieur le ministre, mais le rôle du gouvernement, c'est d'identifier ces terroristes, de les combattre afin que le citoyen lambda puisse vivre paisiblement. Est-ce que vous avez pu les identifier? Aujourd'hui, le combat contre le terrorisme n'est pas propre au Mali. J'ai pris l'exemple des régions du centre. Nous avons aujourd'hui un plan de sécurisation intégré des régions du centre. Ce plan qui nous permet de faire un maillage sécuritaire en déployant des forces armées de sécurité. J'ai bien dit plan intégré. Un plan qui permet également de faire accompagner de ce redéploiement des forces armées de sécurité des services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'insertion socio-économique des jeunes, l'autonomisation des femmes, l'eau, l'électricité, puisque ces forces du mal
tentent de détruire ce qui constitue l'essence même de la vie. Ces forces du mal, nous sommes en train de les traquer chaque jour que Dieu fait. Ces forces du mal, nous sommes en train de les éliminer. Mais ces forces du mal sont souvent invisibles. Voilà pourquoi nous demandons à l'ensemble du peuple malien, aux populations des régions du centre, d'accompagner, sinon de soutenir les forces armées de sécurité dans ce combat qui est un combat difficile, puisque l'ennemi, il est difficilement identifiable. Il est comme toi, il est comme moi. La seule différence, c'est qu'il est capable de tuer pour le plaisir de tuer. Donc voilà, ces efforts sont en train d'être entrepris. Vous avez parlé d'un plan au niveau du centre. Est-ce un nouveau plan ou bien un plan qui... Non, c'est un plan qui existe depuis bientôt 2 ans. On était à juste 5 jours. Il y a une réunion au niveau gouvernemental pour l'évaluation de ce plan. Nous disons que beaucoup a été fait. C'est ce plan de sécurisation d'ailleurs qui nous a permis aujourd'hui d'éteindre beaucoup de foyers de tension. C'est ce plan de sécurisation d'ailleurs qui nous a permis de tenir les élections présidentielles sur l'ensemble du territoire malien. Il y a eu un moment, n'étaient pas nombreux les Maliens qui misaient sur la tenue de ces élections. Et Dieu merci, grâce à ce plan, nous avons tenu les élections, mais nous savons également qu'il y a des défis. Nous savons également que nous faisons face à cet ennemi. Nous savons que ce n'est pas un combat facile, mais nous savons qu'on aura raison sur lui. Comment expliquez-vous que ce plan puisse permettre la tenue des élections et que ce plan ne puisse pas empêcher que plus de 100 personnes soient tuées à Ogossagou? Oui, nous avons tous regretté, dénoncé cet acte ignoble, cet acte barbare d'Ogossagou. J'y étais avec 3 ministres quelques heures après les attaques. Le président de la République s'est rendu personnellement pour présenter ses condoléances aux familles des victimes, au nom de l'ensemble du peuple malien à son nom propre, pour également rassurer les populations d'Ogossagou que l'État fera tout ce qui est possible pour sécuriser les Maliens et bien. Je vous ai dit que le combat du terrorisme n'est pas un combat facile. Oui, mais monsieur le ministre, pourquoi le plan n'a pas pu empêcher tout ce que nous désions par jour, attaque. les attaques que nous désions par jour sont nombreuses. Les attaques que nous désions par jour sont nombreuses. Nous disons que nous allons prendre encore toutes les dispositions nécessaires, renforcer encore l'existant et demander également à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, à tous les leaders d'opinion, à tous les leaders communautaires, de faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui, comme l'a dit le président de Dina Dogon, désarmer les langues, désarmer nos cœurs pour nous retrouver, pour ne pas donner sinon raison aux forces du mal qui tentent aujourd'hui de nous détruire. Déclaration qu'il a faite ici sur ce plateau du Grand Dialogue. Mais aujourd'hui, est-ce que Ogossagou, ce plan montre les limites? Est-ce que Ogossagou montre les limites de ce plan que vous avez au niveau du centre? Oui, Ogossagou est à regretter. Mais je voudrais vous dire que nous avons affaire à un espace... Excusez-moi, monsieur le ministre, peut-être que je n'ai pas bien précisé ma question. C'est que je comprends que le gouvernement aujourd'hui regrette, mais pourquoi le gouvernement n'a pas pu empêcher que cette attaque ait eu lieu? Parce que c'est un des rôles du gouvernement. Oui, je voudrais te dire que nous ne sommes pas les seuls pays qui connaissent ces genres d'attaques. C'est comme vous me dites qu'à la Nouvelle-Zélande, pourquoi le gouvernement n'a pas pu empêcher qu'on aille tuer 50 personnes? Désolé, monsieur le ministre, mais on parle du Mali aujourd'hui. C'est comme si vous me dites que pourquoi le gouvernement français n'a pas pu empêcher qu'on ait tué 180 personnes. Désolé, je ne vais pas parler de la France ou de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, mais du Mali. Le gouvernement travaille chaque jour que Dieu fait. Nous avons affaire à un territoire vaste. Il n'y a que la région de Mopti, nous avons une superficie de 79 000 km². À Ségou, nous avons une superficie de 64 000 km². Il n'y a aucun pays au monde où l'armée peut être présente partout au même moment, dans tous les cercles, dans tous les arrondissements, dans tous les villages. Voilà pourquoi nous estimons que l'ennemi qui tente de nous opposer, l'ennemi qui tente de nous diviser, or nous avons toujours vécu ensemble. Je disais que tout Malien est le condensé de toutes les ethnies maliennes. Donc nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi nous demandons le soutien des populations. Voilà pourquoi nous demandons l'appui des populations, puisque les forces armées de sécurité sont là pour les sécuriser. À chaque fois qu'ils sentent des mouvements, à chaque fois qu'ils sentent quelque chose qui n'est pas ordinaire, d'informer pour que nous puissions anticiper. Ce que nous pouvons dire, ce qui s'est passé à Ogossagou, les enquêtes continuent. Les auteurs de ce crime odieux seront arrêtés et punis conformément à la loi. Et toutes les dispositions sont prises. Nous sommes en train de renforcer encore. Mais où en sommes-nous avec l'enquête annoncée? Oui, il y a eu des arrestations, mais le temps de la justice n'est pas notre temps. Il y a eu des arrestations, certains ont été arrêtés, les enquêtes continuent. Donc,
nous pouvons dire que les présumés, les prévenus sont supposés être innocents jusqu'à ce que nous puissions démontrer leur culpabilité. Mais les enquêtes continuent, ce crime ne restera pas impuni. Nous parlons de sécurité toujours et l'essentiel des questions de ce grand dialogue est posé par les Maliens à travers Facebook, à travers nos correspondants et à travers le numéro WhatsApp 82 99 11 62. Nous allons à Tombouctou et écouter une question, 3, posée par un citoyen de Tombouctou à travers le micro de notre correspondant. Je m'appelle Noum Touré, je suis de Tombouctou. Bientôt, ce sont les travaux champêtres qui vont commencer. On a vu l'an passé qu'il a été très difficile pour les paysans de se rendre à moto ou souvent même à pied à leur champ. Et ce souci-là, ça existe aujourd'hui dans la mesure où bientôt on doit repartir au champ. Est-ce que le ministre peut faire en sorte que les paysans soient tranquilles dans leur tête et qu'ils se disent qu'ils sont dans leur pays et qu'ils sont libres d'aller au champ et revenir comme ils veulent? Parce que les gens qui les attaquent sont avec eux dans les familles, dans les quartiers, dans les alentours. Et pourtant, personne ne dit rien. Ça nous inquiète encore aujourd'hui. L'éducation, voilà, est une grande question qui fait des soucis à l'ensemble des Maliens. Nous, on a eu la chance d'être enseignés par notre pays. Et ça nous fait très mal au cœur le matin quand on va au boulot et qu'on laisse les enfants derrière. C'est grave. Les enfants, à l'heure où nous partons au boulot, ils sont appelés à aller à l'école. Voilà, des mois et des mois qu'ils ne partent pas à l'école. C'est pitoyable. C'est d'autant plus pitoyable que nous n'avons aucune occupation pour ces enfants-là. Alors, à quoi attendons-nous demain pour ces enfants? Ils seront quoi, monsieur le ministre? Je vous pose directement cette question. Que seront les enfants après cette situation très grave que nous vivons par rapport à leur éducation, qui est bloquée par la volonté de politique, purement politique? Alors, monsieur le ministre, est-ce que les gens vont pouvoir circuler librement à Tombouctou? Que vont devenir également les enfants qui ne partent pas à l'école? Oui, je dirais que vous serez d'accord avec moi qu'à Tombouctou, la sécurité s'améliore de jour en jour. Je ne dirais pas qu'il y a l'insécurité zéro. Dans aucun pays au monde, on ne peut miser sur l'insécurité zéro. Mais aujourd'hui, le maillage territorial, le travail de nos forces armées de sécurité, ramène petit à petit la sécurité et la stabilité dans ces régions. M. Touré vient de dire que les forces du mal sont parmi nous, les forces du mal sont dans nos familles. Voilà pourquoi je dis qu'il appartient aujourd'hui à tout le monde de se sentir concerné. Comme le stipule l'article 22 de la Constitution malienne, le devoir, la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Nous ne disons pas aux uns aux autres de faire de la délation, mais à chaque fois que nous voyons des suspects, informons nos forces armées de sécurité pour qu'elles puissent savoir davantage. Il a également évoqué le problème des motos, la difficulté de circuler sur les motos. C'est vrai, il y avait une mesure qui avait été prise pendant un moment, notamment dans les régions du centre, parce que nous nous sommes rendus compte que ces forces du mal opéraient à travers les motos. Donc on avait pris des décisions, une décision plutôt d'interdiction. La sécurité n'a pas de prix, elle a un coût. C'est pour dire que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour que la sécurité puisse être améliorée et nous demandons l'implication de l'ensemble des acteurs. Nous avons des forces qui nous appuient dans ce travail, notamment les forces internationales. Nous avons l'aménagement qui nous appuie, nous avons Barkhane qui nous appuie, nous avons mis en place aujourd'hui le G5 Sahel. Tout ça, c'est pour combattre ces fléaux, tout ça, c'est pour combattre cet ennemi lâche et invisible. Donc c'est pour dire que le gouvernement... Monsieur le ministre, je vais juste poser une question par rapport à cette situation. Pourquoi il y a l'armée malienne, il y a la MINUSMA, il y a Barkhane, il y a G5 Sahel, mais avec toutes ces forces, on n'arrive pas à sécuriser le pays aujourd'hui? Est-ce que ces djihadistes, ces présumés terroristes sont plus forts avec des stratégies que toutes ces forces réunies? Non, pas du tout. Ces forces font de leur mieux. Aujourd'hui, le plus grand danger, c'est les engins explosifs, par exemple. Je vous ai parlé de Tombouctou. La région de Tombouctou fait 494 000 km². La région de Gao fait 170 000 km². Vous voyez souvent, c'est des engins explosifs qui sont souvent fabriqués à base d'engrais. Tant qu'il n'y a pas l'appui des populations, tant que le renseignement, nous n'avons pas affaire à un ennemi. Nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. Nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. C'est les ennemis qui se dissimulent dans la population. C'est les ennemis qui s'habillent comme toi et moi.
C'est des ennemis qui se cachent pour déposer des bombes. C'est des ennemis qui, en plein marché, sortent des armes pour tirer sur les gens. Donc vous êtes en train de dire que leur stratégie est meilleure que la vôtre. Non, pas meilleure. Leur stratégie est une stratégie lâche. Et nous sommes en train de nous adapter à leur stratégie. Chaque jour que Dieu fait, nous en neutralisons. Il y a 2 semaines, tout simplement, nous avons neutralisé quelques-uns. Nous avons arrêté certains. Ils neutralisent aussi des Maliens. Oui, ils font du mal. Mais ce mal ne pourra jamais triompher. Nous allons en sortir. Nous devons avoir de l'espoir. Notre capacité de résilience est encore plus forte. Nous aurons raison de ces terroristes. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé de la superficie de différentes régions, mais ce n'est pas le premier mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a eu un premier mandat. Avant d'être élu, il a promis la sécurité aux Maliens. Avant le deuxième mandat, il a promis cette même sécurité aux Maliens. Alors, le gouvernement n'était-il pas conscient de la gravité de la situation avant d'être élu? Oui, comme vous le savez, le président de la République, après son élection en 2013, j'ai l'habitude de dire qu'il a hérité d'un pays mené d'un État. Il fallait d'abord travailler pour reconstruire l'armée malienne. Il fallait travailler pour redonner le moral à nos hommes. Il fallait travailler pour équiper nos forces armées de sécurité. Il fallait travailler pour monter en puissance de nos forces armées de sécurité. Donc le défi était là, le défi était énorme. Beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait. Il fallait également travailler pour amener la paix. D'où l'accord issu du processus d'accord d'Alger, qu'on appelle accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Aujourd'hui, nous nous félicitons qu'il n'y a plus de belligérance entre l'État malien et les mouvements signataires. Le seul ennemi que nous avons, c'est le terrorisme. Et ce combat pour la sécurité, ce combat contre le terrorisme est un combat permanent. Est un combat permanent. La première puissance du monde, les États-Unis, est à 18 ans en Afghanistan. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes satisfait de l'accord pour la paix et la réconciliation? Il n'y a pas de bon accord. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accord? Nous sommes dans la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur le ministre, de cet accord? Non, moi, ce que je vais te dire, tant que l'accord peut nous amener la paix n'a pas de prix. Monsieur, si vous ne répondez pas, ça sous-entend que vous n'êtes pas satisfait de cet accord. Non, je me félicite du fait qu'il n'y a plus de belligérance entre le gouvernement malien et les mouvements signataires. Donc vous êtes satisfait de cet accord? Nous sommes en train de travailler chaque jour que Dieu fait. Nous pouvons faire mieux. Mais nous pouvons accélérer la cadence. Après 34 réunions du comité de suivi de l'accord, ce document peine à se mettre en œuvre, comme le veut le Malien. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. La paix, ce n'est pas seulement un mot, c'est des comportements. Donc les acteurs aujourd'hui, Dieu merci, la confiance est de retour entre l'ensemble des acteurs. Nous sommes en train d'aller lentement, nous sommes en train d'aller sûrement pour construire une paix définitive. Nous n'avons pas dit que c'est un accord de paix, on a dit que c'est un accord pour la paix. Ça veut dire que c'est un long processus qui doit aboutir à la paix. Donc il faudrait que les gens soient patients. Elle est intéressante votre expression. La paix, ce n'est pas que des mots, c'est également un comportement. Est-ce que tous les acteurs se comportent bien? Je ne doute pas de l'engagement des uns et des autres pour la paix. À partir du moment où nous avons signé cet accord. D'accord, monsieur le ministre. Monsieur Touré a posé une autre question. Monsieur Touré a posé une autre question, c'est qu'est-ce que vont devenir les enfants? Oui, c'est vrai, c'est une question pertinente, c'est une question qui préoccupe l'ensemble du peuple malien. Fort heureusement, nous pouvons dire que nous sommes en train de sortir de cette crise scolaire, de cette grève qui a fait mal à l'ensemble du peuple malien, puisqu'il n'y a pas d'avenir sans l'éducation. Nous disons que le gouvernement avait souhaité un dialogue social avec l'ensemble des acteurs sociaux pour que nous discutions, pour que nous échangions et que nous sachions que le pays est en crise. Dans un pays en crise, il faut que les hommes se parlent, et que les hommes sachent la réalité. Et en fonction de cette réalité, qu'on puisse évoluer ensemble, pour que l'ensemble des acteurs puissent œuvrer à ce que nous puissions amorcer un véritable développement dans ce pays. Malheureusement, jusqu'à présent, ce forum social n'a pu avoir lieu plus tôt. Aujourd'hui, les enseignants avaient demandé des indemnités de logement, plutôt. Le gouvernement a estimé que compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, comme vous le savez, la sécurité précède tout. Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Monsieur le ministre, excusez-moi, parce que l'auditeur, il a posé une question précise. C'est que vont devenir les enfants? Après, on va parler des que vont devenir les enfants, c'est pour dire que, déjà avec les négociations, Inch'Allah,
nous osons espérer que durant cette semaine, le mot d'ordre de grève sera levé et qu'on fera tout pour sauver l'année scolaire. On fera tout pour sauver l'année scolaire. Vous espérez, vous allez tout faire, mais vous n'êtes pas sûr. Nous avons fait des avancées. Je crois que tous les acteurs ont pris conscience aujourd'hui que chacun doit faire un effort, que chacun doit faire un pas pour sauver l'école malienne. Personne ne va avoir sur sa conscience une année blanche. Et je pense que le gouvernement de la République travaille pour cela, pour qu'il n'y ait pas d'année blanche, avec une commission de médiation qui a été mise en place. Nous avons pris la décision hier de libérer les salaires et nous pensons également que les enseignants, qui sont également des patriotes comme nous, les enseignants qui sont soucieux également de devenir de ce pays-là, ces enseignants vont lever leur mot d'ordre de grève pour que les enfants puissent retourner à l'école. D'accord. Monsieur le ministre, il y a Aguissa Diko qui pose une question. Entre la grogne sociale, la crise scolaire, la crise sécuritaire et l'avant-projet de révision constitutionnelle, quelle est l'urgence aux yeux du président de la République aujourd'hui? Tout est urgence. Tout est prioritaire dans notre pays. Tout est prioritaire. Dieu merci, nous allons sortir de la crise scolaire et le projet de révision également. Tous les Maliens conviennent aujourd'hui qu'il faut aller à la révision de la Constitution de février 92. Tous les Maliens conviennent aujourd'hui qu'il faut aller à cette révision également pour adapter l'accord pour la paix et la réconciliation. Vous êtes sûr que tous les Maliens veulent qu'on y aille maintenant? Je dis tous les Maliens sont conscients aujourd'hui qu'il faille aller à la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il faut Rares sont les Maliens. Maintenant, est-ce qu'il y a un temps pour faire la paix? Mais vous l'avez dit tout de suite, monsieur le ministre. Vous dites que tout est urgent, que ce soit ces manifestations qui sont organisées, que ce soit la crise scolaire, l'insécurité, tout est urgent. Mais malgré toute cette urgence, vous voulez amener une autre urgence aujourd'hui qui est la révision constitutionnelle. Est-ce qu'elle est indispensable à l'heure actuelle? La révision constitutionnelle, d'abord, c'est pour adapter notre constitution à l'actualiser. La révision constitutionnelle, c'est pour également adapter l'accord pour la paix et la réconciliation signé par le gouvernement. Un gouvernement, quand il prend des engagements, il doit les honorer. Vous parlez des objectifs, mais est-ce que c'est indispensable à bien sûr, là où nous sommes aujourd'hui, nous devons aller à cette révision constitutionnelle qui n'est pas faite pour quelqu'un, qui est faite pour renforcer la démocratie malienne, qui est faite pour renforcer les institutions de la République du Mali, qui est faite également pour ramener la paix et la réconciliation dans notre pays. Donc il faut que les gens sachent que cette révision constitutionnelle est une nécessité vitale pour notre pays, qu'on sorte des calculs politico-politiciens, qu'on sorte cela. À partir du moment où tous les acteurs conviennent qu'il faille aller à cette révision constitutionnelle, allons-y à la révision constitutionnelle. Allons-y à la révision constitutionnelle pour adapter nos institutions à la réalité. Allons-y à la révision constitutionnelle pour créer la Cour des comptes. Allons-y à la révision constitutionnelle pour également prendre en compte l'accord pour la paix et la réconciliation que nous avons signé, qui est un engagement du gouvernement. Mais le processus a été entamé et reporté entre 2017 et 2018. Les conditions pour lesquelles ce processus a été reporté, est-ce que vous pensez que ces conditions se sont améliorées? Oui, je crois que le président de la République a souhaité que cette révision constitutionnelle soit la plus inclusive possible. Un comité d'experts a été mis en place. Est-ce que les conditions qui ont poussé au report de ce processus de révision constitutionnelle ont changé? L'inclusivité. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de rencontrer tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation, qui sont à Bamako. Bon, je pense que les structures qui sont représentées, c'est les démembrements qu'ils ont dans les régions. D'accord, mais vous l'avez dit au début de ce débat, vous l'avez dit, l'État ne peut pas être présent partout et que l'armée malienne n'est pas présente partout. Il n'y a pas la sécurité partout au même moment. Partout au même moment. Il n'y a pas la sécurité partout au Mali aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment vous allez organiser une révision constitutionnelle inclusive partout au Mali? Bon, c'est le même discours qu'on tenait avant la tenue des élections présidentielles. Pour dire qu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas tenir les élections présidentielles, mais pourquoi les uns et les autres sont pessimistes? Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Et il faut se battre. Il faut se battre de la manière dont nous avons pu tenir des élections transparentes et crédibles. Est-ce que tous les Maliens ont voté? La possibilité a été donnée à tous les Maliens de voter. Nous avons eu, je pense qu'il y a 97 bureaux de vote, si je ne m'abuse. 97% quand même de la masse électorale a pu effectuer des déplacements pour aller voter. Donc je pense que cette même détermination, ce même engagement, c'est avec cette même détermination et ce même engagement que nous allons également aller à la révision constitutionnelle. Pourquoi voulez-vous que nous cédons au terrorisme? Pourquoi voulez-vous que les terroristes nous fassent peur? C'est nous qui devons... participation à l'élection. Oui, le taux de participation à l'élection, c'était un taux de 35% à 40%, si je ne m'abuse. Sur une population de... Oui, mais ça, quand même, c'est l'engagement citoyen des uns et des autres.
C'est l'engagement. Là où vous parlez, le taux de participation a été appelé 80%. Au début du débat, vous avez parlé de confiance. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a la confiance entre les Maliens. Et pourtant, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté pour demander le départ du Premier ministre, qui ont manifesté pour demander la sécurité dans le pays. Est-ce que vous parlez toujours de confiance entre Maliens? Oui, la conjoncture fait qu'aujourd'hui, certains veulent porter tout le chapeau au gouvernement malien. Certains, des Maliens. Vous parlez des Maliens quand vous dites certains? Oui, je dis certains. Vous l'avez dit, des milliers de personnes sont sorties pour manifester. Nous sommes en démocratie. Les gens ont le droit de manifester. Nous sommes en démocratie. Les gens ont le droit de s'exprimer. Et nous assumons aujourd'hui que le moment de rassemblement est arrivé. Le moment de l'union sacrée est arrivé. Le moment de se retrouver ensemble pour combattre l'ennemi commun qui est le terrorisme. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, quelque part, nous devons être conscients, chacun à ce qui nous concerne, que nous avons un rôle à jouer. Vous avez dit des milliers de Maliens sont sortis. Effectivement, nous les avons entendus. Et le gouvernement travaille chaque jour que Dieu fait pour améliorer la sécurité. Est-ce que vous allez satisfaire leurs attentes? Oui, nous sommes là pour satisfaire les attentes. Ils demandent le départ du Premier ministre. Est-ce que ce sera satisfait? Demander le départ du Premier ministre? Oui. Je pense que nous sommes dans une république. Nous avons une loi fondamentale. Un Malien peut demander le départ du Premier ministre, comme un autre Malien peut demander à ce que le Premier ministre continue son travail. Mais le plus important, c'est que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, et c'est le président de la République qui peut mettre fin à la mission. Quel est l'avis du président de la République sur cette question? L'avis du président de la République sur cette question, le Premier ministre continue son travail le jour où le président décidera. C'est en ce moment que... Donc ça veut dire que cette demande des Maliens, de ces Maliens qui ont manifesté... Tu dis, voilà, de ces Maliens, il faut toujours relativiser. Je précise toujours les questions. De ces Maliens qui ont manifesté, comme il y a des millions et des millions de Maliens, comme il y a des millions et des millions de Maliens qui n'ont pas manifesté, qui pensent qu'aujourd'hui le temps n'est pas à la manifestation, qui pensent qu'aujourd'hui le temps n'est pas à la contestation, qui pensent qu'aujourd'hui le temps n'est pas à l'instrumentalisation, c'est tout ce que nous connaissons, qui pensent que le temps est à l'union sacrée, qui pensent que le temps est aujourd'hui au rassemblement derrière les autorités pour vaincre le terrorisme, pour amener la paix, pour amener le vivre ensemble, pour amener la cohésion. Il y a des millions et des millions de Maliens qui pensent à ça. D'accord. Votre principal défi, c'est cela, rassembler les Maliens. Est-ce que vous y parvenez? Rassembler les Maliens. Est-ce que vous y parvenez? Nous sommes là-dessus. D'accord. On va partir maintenant à Mopti. On va écouter encore un autre Malien qui vous pose des questions. Je suis Ousmane Sawadogo, secrétaire général du Centrac de Mopti. J'ai 3 questions à poser à M. le ministre. Ma première question, M. le ministre, est-il normal en République du Mali que des fonctionnaires fassent 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, certains 26 mois sans être payés? Ma deuxième question, M. le ministre, est-il normal dans un état de droit qu'un ministre fasse abroger un décret par une simple lettre? Je voudrais ici aussi parler de la lettre du ministre de l'économie et des finances sous le numéro 013 94 MF-SG du 10 avril 2019, objet paiement des salaires du personnel enseignant et socio-sanitaire des collectivités territoriales, et dans laquelle lettre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a changé de nom pour devenir ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, qui de mon point de vue n'existe pas au Mali. Et ma dernière question, monsieur le ministre, comme vous-même vous le dites souvent, le salaire étant un droit et un moyen de subsistance, quelles dispositions immédiates le gouvernement a pris pour nous mettre dans nos droits? À vous, monsieur le ministre. La première question, est-il normal qu'un fonctionnaire soit sans salaire? Non, je ne pense pas qu'au Mali qu'il y ait un fonctionnaire sans salaire. Il n'y a pas de fonctionnaires qui ont passé des mois sans avoir leur salaire? En tout cas, tous ceux qui travaillent, nous sommes l'un des rares pays depuis quand même des années. D'ailleurs, nous avons augmenté le salaire des fonctionnaires maliens, malgré la crise à 21%. Donc aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'il y ait des fonctionnaires qui soient sans salaire. Tous les fonctionnaires sont payés, sauf s'il y a des problèmes administratifs. Maintenant, il parle de la retenue des salaires. Bon, ça c'est la loi qui le dit. Quand vous partez en grève, la grève est un droit, mais également il y a la loi qui s'applique. Et cette loi dit que quand vous partez en grève, vous devez aussi accepter les conséquences de la grève, qui est la retenue des salaires. Donc, est-ce que vous retenez également le salaire des cheminots? Le salaire des cheminots? Non, le salaire des cheminots, ça c'est notre dossier. Ah, c'est des travailleurs quand même? Non, c'est notre dossier parce que la régie du chemin de fer avait été privatisée. L'État n'était plus l'actionnaire principal. Donc aujourd'hui, l'État a décidé de reprendre. Il y a des négociations qui sont en cours, donc ce ne sont pas des dossiers aussi faciles.
c'est facile d'en parler. Mais quand vous rentrez dans le dossier, quand vous connaissez la profondeur du dossier, ce n'est pas un problème pour l'État de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie et d'existence de l'ensemble du peuple malien. Telle est notre mission, tel est notre devoir. Mais cela doit se faire également conformément à des normes. D'accord. Il y a des dispositions qui sont là. Est-ce normal que ces personnes passent des mois sans salaire? Non, pas du tout. Je crois que les deux pays, le Sénégal et le Mali, sont en train de travailler. Pourtant, il paraît qu'au Sénégal, les travailleurs là-bas sont payés, mais au Mali, c'est pas le cas. Je peux vous rassurer que le ministre des Transports, s'il a un seul souci, c'est de pouvoir vider ses dossiers. Il est en train de travailler. Maintenant, il m'a parlé si le salaire est un droit. Oui, le salaire est un droit. Mais il a obtenu également après l'acquittement des devoirs. Mais toujours par rapport aux cheminots, pourquoi? Qu'est-ce qui empêche l'application de ces normes dont vous parlez? Non, le gouvernement est en train de travailler, le ministre des Transports est en train de travailler, ne me poussez pas à dévoiler une négociation qui est en cours. Donc, pas dévoiler, mais juste le gouvernement satisfaire travaille, les attentes. Le gouvernement fera en sorte que tant que des décisions qui seront prises seront conformes à la loi, il n'y a aucun problème pour agir. Le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est l'État qui a failli ou est-ce que c'est les cheminots qui n'ont pas fait leur travail? L'État avait privatisé. La régie des chemins de fer avait Est-ce les cheminots qui sont responsables? Maintenant, la privatisation ne s'est pas bien passée. Nous avons repris. Nous avons créé une société propre à l'État, société dans laquelle l'État est l'actionnaire principal. Nous sommes en train de voir comment régler toute cette situation afin d'avoir une régie des chemins de fer digne de son nom. Les normes ne sont pas respectées, les cheminots ne gagnent pas leur salaire. Est-ce que le ministre du Transport, lui, ne prend pas son salaire? Non. Quand vous ramenez la situation à ce niveau, elle est trop simpliste. Ah, vous dites qu'il faudrait que des normes soient respectées pour que... je vous dis. Le ministre des Transports est en train de travailler. En gagnant son salaire pour que d'autres aient leur salaire. Je vous ai dit que la régie des chemins de fer avait été privatisée. Quand la privatisation n'a pas marché, l'État a repris cette société avec les actifs. Maintenant, il y a les normes à respecter. Nous sommes en train d'y travailler. Et nous sommes en train de travailler pour la reprise de la régie des chemins de fer. Voilà. D'accord. Par rapport à WhatsApp également, il y a un auditeur qui pose une question concernant la démission du Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga. On va écouter sa question. C'est Hakourou Sankanou depuis Kalabankouro. Je voulais demander le ministre Amadou Koïta si leur équipe gouvernementale est au service du peuple ou se sert du peuple. Parce que comment comprendre que depuis le 5 avril, le peuple ait démontré son mépris envers ce régime et ce gouvernement et que celui-ci continue à exister jusqu'à maintenant. Merci. À vous, monsieur le ministre. Il dit le peuple. Lui, il est le peuple, je suis le peuple. Nous, dans le monopole du peuple. Voilà. Donc je pense que c'est les Maliens qui sont sortis pour manifester, pour montrer leur mécontentement. Nous sommes en démocratie. Maintenant, il ne faut pas que les gens utilisent le mot le peuple. Qui est le peuple? Nous sommes tous le peuple. Nous sommes tous le peuple. Ceux qui ont demandé le départ du Premier ministre ont les raisons. Mais le Premier ministre travaille. Le Premier ministre travaille conformément au programme présidentiel pour la mise en œuvre du programme présidentiel Notre Grand Mali avance. Je crois que la Constitution prévoit que le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Et il a mis fin à ses fonctions à la demande de celui-ci, après, à la demande de la démission de celui-ci. Donc je pense que nous sommes en démocratie, nous sommes dans une République et respectons la République et respectons les règles de la République. Vous acceptez que la manifestation est un droit, la revendication est un droit au Mali? Ah, bien sûr. Et la satisfaction de ces demandes, de ces droits des Maliens, est-ce également un droit pour les Maliens? Si l'État a les moyens, l'État le fera. L'État est là pour ça. Nous sommes dans un contexte difficile, je l'ai dit. Nous consacrons aujourd'hui 22% du budget à la sécurisation de notre pays. Quel est le résultat? Le résultat aujourd'hui, c'est que... Parce que les Maliens continuent de pleurer. Oui, je sais que... Je vous ai dit qu'il n'y a pas la sécurité 100%, il n'y a pas l'insécurité zéro. Mais vous êtes fier de dire que 22% du budget national va dans le domaine de la sécurité. Mais pourtant, la sécurité reste aujourd'hui, on va dire, un des plus grands défis à relever au Mali. Vous savez, quand vous parlez comme ça, c'est comme si nos forces armées de sécurité
ne font rien sur le terrain. Non. C'est des hommes qui vivent qui évoluent dans des situations extrêmement difficiles. Non. C'est des hommes qui... C'est pas ce qui a été dit, monsieur le ministre. C'est eux qui ont en charge de la sécurité. Non. Maintenant, nous sommes en train de reconstruire. Ils ont en charge. Ils sont en charge. Ils doivent nous avons l'obligation des moyens. Des ordres. L'État a l'obligation des moyens. Ils doivent mettre en œuvre des stratégies. Nos forces armées et de sécurité. Mais c'est les gouvernants qui doivent. Le gouvernement a une obligation de moyens. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est l'armée malienne qui doit sécuriser, pas le gouvernement malien? Oui, mais l'armée malienne travaille sous l'ordre du gouvernement malien. Justement, donc c'est ça que je vous dis. Oui, quand vous faites généraliser tout simplement l'insécurité, ce n'est pas reconnaître les efforts de nos forces armées de sécurité. Ce que nos forces armées de sécurité font sur le théâtre d'opération est extraordinaire. Chaque jour, ils en déjouent. Chaque jour, ils déjouent des attaques. Mais seulement les quelques attaques, malheureusement, qui arrivent, on ne voit que ça. Chaque jour, c'est des efforts qui sont consentis par ces forces armées de sécurité au péril de leur vie. Mais ils se sont engagés pour ça. Ça, c'est les forces armées. Mais qu'est-ce que ça coûte à l'armée, vous l'avez dit tout de suite, mais qu'est-ce que ça coûte au gouvernement? Au gouvernement? Ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, nous vous dites que chaque jour, il y a des militaires maliens qui sont tués. Mais au niveau des gouvernants, qu'est-ce que ça leur coûte? Puisque c'est eux qui décident de comment est-ce que cette armée doit agir, comment est-ce qu'elle doit travailler. Oui, vous savez, les forces armées de sécurité ont leur hiérarchie, bien organisée, bien structurée. Je dis, le gouvernement a une obligation de moyens, c'est de prendre les décisions les plus importantes pour satisfaire les besoins en équipement, en matériel, et également remonter le moral de la troupe. Je crois que grâce à la loi d'orientation et de programmation militaire, et grâce à la loi de programmation de la sécurité intérieure de notre pays, vous conviendrez avec moi que l'armée, les forces armées de sécurité que nous avons aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles il y a 6 ans, 7 ans. Mais des efforts doivent être faits encore. Vous avez parlé de mise en œuvre du processus de l'accord pour la paix. Il y a également un autre Malien qui pose une question par rapport au processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, DDR. On va écouter la question de ce journaliste. Je me nomme Sinali Dao de la radio Patriote. Par rapport au DDR du camp de Soufroulaye, à quand exactement le DDR? Parce que beaucoup de dates avaient été dites. Malheureusement, jusque-là, on voit que ça ne bouge pas. Alors, pourquoi ça ne bouge pas selon vous? Non, on est là-dessus. Nous avons demandé ce DDR à Mopti pour la réduction de la violence dans les régions du centre. Pour demander à tous ceux qui ont pris des armes pour des raisons qui leur sont propres de déposer les armes pour qu'on puisse les insérer dans le circuit socio-professionnel, toute chose qui peut nous amener la paix. Je vous ai dit que la paix, c'est un processus. Avant l'attaque de Ogosago, on avait des jeunes peuples qui avaient pris les armes, qui les avaient déposées, qui étaient en position de pré-cantonnement à Ogosago. Malheureusement, suite à l'attaque, cela a modifié un peu le calendrier. Mais le gouvernement de la région de Mopti travaille. Le ministre de la Cohésion et le ministre de la Défense et de la Sécurité sont en train de travailler pour relancer ce processus, puisque c'est à travers ça seulement qu'on peut amener la paix et la sécurité dans ces deux régions. Le DDR, ça a commencé depuis quand? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à désarmer tous les groupes armés. Comment vous expliquez ça, monsieur le ministre? Oui, on est là-dessus. Ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Monsieur le ministre... Ce n'est pas un processus aussi facile. Oui. Ce n'est pas un processus facile. Nous avons demandé à tous ceux qui ont pris les armes, qui n'ont pas l'autorisation de porter ces armes, de les déposer. Nous avons demandé à l'ensemble des leaders communautaires de nous aider dans ce travail. Nous avons demandé que seules les forces armées de sécurité soient les forces habilitées à porter les armes. Certains ont compris le message, certains ont adhéré à l'appel du gouvernement. Le processus continue et nous travaillons parce que nous tendons la main. Nous disons, quelles que soient les conditions, il faut le dialogue. Il faut que nous nous parlions. Il faut que nous trouvions un mécanisme pour nous asseoir autour de la table. Mais le gouvernement du Mali prendra les dispositions nécessaires également pour désarmer tous ceux qui ont pris les armes. Quand? Ça se fera. Quand? Le gouvernement a déjà instruit aux forces armées de sécurité de désarmer. De désarmer, mais avec une méthode Beaucoup d'instructions ont été données, elles n'ont pas été respectées, vous venez de le dire. Oui, nous travaillons parce que c'est plus facile de faire la guerre, c'est plus facile de faire la violence que d'amener la paix et la quiétude. Un gouvernement travaille lentement et sûrement, et la gestion du pouvoir est une gestion d'équilibre. Voilà. Nous travaillons, c'est ce que vous dites. Mais par rapport à l'acte, au résultat,
Pourquoi beaucoup de Maliens aujourd'hui ne sont pas satisfaits, monsieur le ministre? J'insiste sur la question. Vous dites beaucoup de Maliens. Avez-vous fait un sondage pour savoir? Beaucoup, c'est à partir de 2, monsieur le ministre. Oui, le sondage. Avez-vous fait un sondage? Je dis, beaucoup, c'est à partir de 2. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a des milliers qui ont manifesté. Avez-vous fait un sondage? Monsieur le ministre, j'ai dit beaucoup, c'est à partir de 2 personnes. Et il y a des milliers. Moi, je voudrais tout simplement dire que ceux qui manifestent, qu'ils sachent que le gouvernement travaille, le gouvernement compte sur l'ensemble du peuple malien. Nous disons tout simplement, faisons attention. Faisons attention, le seul ennemi que nous avons, c'est le terrorisme. Ne créons pas une situation qui puisse nous opposer les uns et les autres. Puisqu'en ce moment, nous allons faciliter le travail, sinon nous allons faciliter la mission de ces hommes qui ne sont porteurs d'aucun projet. Nous comprenons l'amertume des uns et des autres, mais nous travaillons pour trouver des solutions, comme tous les gouvernements au monde, qui sont confrontés à des défis. Nous sommes appelés à relever ces défis, mais aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est d'abord amener la sécurité. La priorité pour nous, c'est amener la réconciliation des cœurs et des esprits. La priorité pour nous, c'est travailler pour le vivre ensemble. La priorité pour nous, c'est de travailler pour le développement de notre pays. D'accord, donc vous répondez à la question de l'urgence dans ce cas. Entre sécurité, éducation et grogne sociale, la priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est la sécurité, bien sûr. Est-ce que vous avez des solutions concrètes? Oui, nous y travaillons chaque jour que Dieu fait. Quelles sont ces solutions? Je vous ai parlé tout à l'heure du plan de sécurisation intégrée des régions. Qui avait été annoncé d'abord par le Premier ministre quand il était à Mopti, et c'est après cela qu'il y a eu l'attaque à Ogosagou. C'était bien avant que le Premier ministre. Mais le Premier ministre, quand il était à Mopti, il est revenu là-dessus. Bien sûr, il est revenu là-dessus. Et après ça, il y a eu l'attaque d'Ogosagou. Il y a eu l'attaque d'Ogosagou, malheureusement. Et aujourd'hui, il continue à y avoir des attaques. Bien sûr, nous ne disons pas qu'il y a la sécurité 100%. Aucun pays au monde ne peut te dire ça. Mais nous travaillons pour maîtriser la situation, nous travaillons pour qu'il y ait moins d'insécurité. Elle est à combien de pourcents selon vous au Mali? Je n'ai pas les statistiques. Et si vous les avez, communiquez-les pour que je puisse vérifier. Et je pense que vous êtes plus apte à donner ces chiffres que moi, monsieur le ministre. Dans le domaine de l'éducation, il y a également un Malien qui pose une question sur WhatsApp à vous, monsieur le ministre. bɛɛ kalama ɲina sanko a bɛ ka lo laban mɔgɔ ta dɔw b'a la fɔ ani village dɔw b'a la fɔ a tɛ kɛ bon ni kɔni ka di ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a ɲɛfɔ tiɲɛ yɛrɛ la hali ni ani village bɛ kɛ donc n'a y'a sɔrɔ u ka kɔn ka mɔgɔw averti donc hali n'an bɛ segin an bɛ taa so an bɛ taa sɛnɛ la o ka fisa ni village ka na tila ka na retard d'école dɔɔni an kana to yan parce que bɛɛ b'a dɔn Tombouctou sigi ma nɔgɔn surtout anw yɛrɛ donc i fɛn min bɛ Tombouctou a ma nɔgɔn yɛrɛ de donc an bɛɛ bɛ kule la kɔngɔ ji a sigi ma nɔgɔn yɛrɛ de. Ils veulent juste la vérité. Est-ce qu'il y aura année blanche ou pas? Je résume sa question en français. Il n'y aura pas année blanche. Il n'y aura pas année blanche. Le mot d'ordre de grève sera levé. Et je peux le rassurer. Comment allez-vous? Quand? Ça se fera dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Comment allez-vous faire pour rattraper le temps perdu pour les élèves? Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est dans la possibilité de l'homme. Donc nous allons faire en sorte que l'année soit sauvée. Donc vous êtes en train de réfléchir à ça, mais pour le moment, vous n'avez pas encore de solution. Non, non, non. Les mécanismes sont déjà tracés pour que l'année soit sauvée. L'année sera sauvée. Au niveau des frontières, les Maliens rencontrent également un autre problème et un auditeur va nous le dire. Il a posé sa question sur notre WhatsApp 82 99 11 62. Il y a beaucoup de Maliens qui disent qu'ils ont des problèmes avec la carte d'identité nationale à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Pourquoi les autorités ivoiriennes ne reconnaissent pas la carte d'identité nationale du Mali? Merci beaucoup. Amadou Arama, depuis Bla. Et pourquoi? Oui, ça arrive souvent. Vous savez, il y a certains qui font toujours un excès de zèle. Ça arrive souvent, mais est-ce que c'est normal? Vous dites les autres autorités. Les autres pays, c'est des pays amis, c'est des pays frères. À chaque fois que cela est arrivé, moi-même j'ai géré avec mon collègue ministre des Maliens de l'extérieur, il y a juste une semaine, avec des jeunes étudiants qui étaient à la frontière ivoirienne. Donc à chaque fois que ça arrive, nous travaillons avec le consul, nous travaillons avec l'ambassadeur pour y remédier. Donc c'est l'intégration sous-régionale. C'est vrai, c'est un processus qui a commencé il y a longtemps, c'est un processus qui a beaucoup avancé, mais encore, on peut mieux faire. Monsieur le ministre, on arrive à la fin de ce débat. Aujourd'hui, concrètement, il y a trop de défis à relever au Mali. Nous en avons cité quelques-uns, nous en avons discuté. Est-ce que ce gouvernement a réellement des solutions face à ces défis? Ce gouvernement travaille pour relever les défis. Ce gouvernement travaille pour surmonter les difficultés. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un gouvernement. Si tout était facile. Quelles sont ces solutions? Ces solutions,
c'est d'abord rassembler les Maliens. Ces solutions, c'est sécuriser les Maliens et leurs biens. Les solutions, c'est coudre le tissu social. La solution, c'est amorcer un programme de développement économique et social. Et ça, nous sommes en train de le faire. Il y a seulement 10 jours, le président était à Sikasso pour le démarrage des travaux du viaduc et puis d'un échangeur à Sikasso. Donc ces actions sont en train d'être menées. Ne voyez pas le verre qu'à moitié vide. Il faut le voir également à moitié plein. D'accord, le gouvernement est-il capable de satisfaire les attentes des Maliens? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur Facebook et également sur WhatsApp. Pas mal de questions ont été déjà prises en compte à travers les réponses, donc tous les noms n'ont pas été cités. Merci monsieur le ministre Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, qui a accepté d'être l'invité du grand dialogue de ce soir. À la régie audio Mamadi Keïta, régie vidéo assurée par Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré et je rappelle encore une fois de plus que ce grand dialogue est dédié à notre collègue Aliou Sidibé qui est décédé il y a quelques heures ici à Bamako. Que son âme repose en paix. Merci monsieur le ministre. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.